faut dire que pour la première fois depuis le confinement, pour ma part, je suis en présentiel pour l'animation de ce séminaire, les petits déjeuners d'Urkheim. C'est en fait la deuxième fois qu'il a lieu dans la bibliothèque d'Urkheim de l'ENS Paris-Saclay, sur le site de Paris-Saclay, dans le cadre de la MSH Paris-Saclay. Donc c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, on accueille notre cher collègue Marie Cornu et Jérôme Fromageau pour la présentation d'un livre collectif qu'ils ont publié qui s'intitule 2002 Genèse d'une loi sur les musées, et qui prend part dans une déjà belle série sur l'histoire et sur la mémoire des lois autour du patrimoine. Le volume de 1913, Genèse d'une loi sur les monuments historiques, toujours de 1913 au Code du patrimoine, et puis un ouvrage qui avait déjà été présenté dans le cadre des petits déjeuners d'Urkheim, 1979, Genèse d'une loi sur les archives. Donc c'est un vrai plaisir de retrouver Marie et Jérôme autour de cet ouvrage. Je sais qu'il y aura d'autres ouvrages qui sont prévus et on en parlera. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Verlaine, qui est maître de conférence et bientôt professeur des universités, mais pour l'instant maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire culturelle, qui viendra nous proposer sa lecture. Et avant de commencer la séance, je vais laisser quelques mots au directeur de la MSH Paris-Saclay, qui nous fait le plaisir de porter ce séminaire, Pierre-Guy Bantif. Donc je vais tourner mon ordinateur, on est à côté l'un l'autre, et je vais laisser Pierre intervenir. Merci beaucoup, Florent. Donc, en effet, c'était indispensable. Le jour où Florent pouvait rejoindre pour la première fois en présentiel pour un de ces petits déjeuners d'Urkheim, c'était indispensable. Bon partenariat, la MSH soit présentée, si j'ose dire, au plus haut niveau. Petit déjeuner. Donc, ce que je voulais rappeler, c'était la manière que la MSH et ses petits déjeuners ont de partager d'abord une histoire. Ces deux produits de la vie très animée de la communauté SHS Cachan il y a maintenant déjà plusieurs années. Et puis, nous nous retrouvons maintenant, en fait, avec une vocation commune. Les petits déjeuners d'Urkheim dans la bibliothèque d'Urkheim et la MSH Paris-Saclay, celle d'animer, effectivement, d'animer SHS, si je peux dire, l'angle sud-ouest de l'ENS Paris-Cachan, et à partir de ce point précis, le nouveau périmètre Paris-Saclay. Donc c'est une vocation partagée que je ne voudrais pas rappeler sans rappeler aussi les autres deux vocations essentielles que nous partageons, la MSH et ses petits déjeuners. L'une est la défense du livre comme outil intellectuel, et l'autre est la défense de l'échange collégial comme indispensable au travail de recherche, quelles que soient les évolutions récentes qui ont valorisé, certainement avec d'excellentes raisons, la compétition, l'organisation. Elles ne se passeront pas du dialogue collégial. Voilà donc des vocations que nous partageons, et j'ajouterai encore pour terminer celle de la convivialité. Donc là, je n'insiste pas trop là-dessus, puisque les absents n'ont pas pu profiter du petit déjeuner dont moi je viens de profiter. Très malheureusement, alors que je tenais à assister à ce petit déjeuner, je dois sortir parce que j'ai été convoqué par une CFR, convoqué de surcroît par notre président sortant, qui au fond fait ses adieux au personnel CFR de l'ENS Paris-Saclay. Je le dis, je le regrette beaucoup parce que j'aurais vraiment aimé participer à un débat sur la production d'une loi qui est le grand thème dans mon parcours de sociologue du droit. C'est toujours vraiment ce qui m'a intéressé au moment où Carbonnier m'avait fasciné pour l'effectivité.
et les musées comme dispositif d'espace public moderne et comme dispositif aussi qui contribue à nos modes de subjectivation est évidemment un dispositif que j'aurais beaucoup aimé discuter aujourd'hui. Donc je prends congé avec toutes mes excuses et tous mes regrets en vous souhaitant un excellent petit déjeuner d'Urkheim 2002, Genèse d'une loi sur les musées. Merci beaucoup, Pierre, et merci à l'ANVSH de soutenir ces petits déjeuners. Merci Pierre. Juste un dernier mot avant de passer la parole à Marie et à Jérôme. Je m'en voudrais de ne pas citer le troisième co-directeur du volume, qui est Dominique Poulot, qui n'a pas pu être parmi nous. Mais en tout cas, voilà, c'est important de rendre au collectif ce qui est dû. Donc je vous laisse la parole, Marie et Jérôme, pour une heure de présentation. Nicolas Thiebaud, qui nous a vraiment beaucoup aidé, qui a accompagné ce projet, qui a participé, qui a écrit des articles. Et je pense que il viendra tout à l'heure et il pourra évoquer en particulier toute la période des travaux parlementaires. Il a travaillé sur ce matériau-là. Alors donc ce travail sur la genèse, Florent l'a rappelé, de la loi musée, s'inscrit dans un programme de recherche qui a déjà une assez longue histoire. Je pense que ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ce projet-là, sur ce moment de la genèse, de la fabrique d'un certain nombre de lois. Et ces lois forment le corpus des textes du droit du patrimoine, grosso modo, qui sont rassemblés dans le Code du patrimoine. On a commencé donc par cette loi qu'on peut dire fondatrice de la loi de 1913, la loi sur les monuments historiques, même s'il y a le premier texte à la fin du 19e en 1887, c'est la loi considérée comme à la fois une fondation, mais aussi une matrice pour les autres textes qui ont suivi. Ça a été une source d'inspiration. Alors peut-être aussi, ça a été une source d'imitation, parce que ayant déjà un modèle, c'était sans doute plus commode d'aller puiser dans ce modèle-là, mais en tout état de cause, c'est une loi qui a eu une fonction structurante très certainement dans ce champ du patrimoine. Alors, et en particulier, qui a eu une influence sur la loi musée, une loi qui est venue quand même un peu moins de 100 ans après la loi de 1913, puis c'est 2002. Alors, quelques mots de ce projet mémo-loi. D'abord, sur ce choix de se poster dans ce moment de l'avènement des lois. Première remarque, prendre au sérieux le texte, puisque c'est de cela qu'il s'agit, en déplier les notions et les mises en forme juridiques, c'est, alors je cite là ce que nous disions dans l'ouvrage de la genèse d'une loi sur les archives en 1979, mais on peut tout à fait réendosser cette idée-là pour la loi de 2002. C'est chercher à reconstituer les voies par lesquelles des énoncés juridiques se sont forgés. Et nous rappelions aussi que les mots de la loi, s'ils sont en attente d'interprétation, s'ils ne prennent sens véritablement que dans le mécanisme de réalisation du droit, c'est-à-dire dans le frottement à la réalité des choses, la rencontre du droit et du fait, ces mots, quoi qu'il en soit, ne font pas rien. Il s'agissait, comme dans les ouvrages précédents, de démêler les manières dont on s'agrège dans ces mots un ensemble composite d'idées, de savoir-faire, de savoir scientifique, de valeurs, de convictions politiques, culturelles, de traditions. Donc l'idée était d'ouvrir cette boîte de la Genèse, parfois c'est une boîte noire, et comprendre en quoi cette histoire n'est pas seulement l'histoire d'une loi qui s'inscrirait dans une linéarité à partir de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, mais qui est faite d'histoires multiples, bien plus complexes. Donc on les a travaillées bien plus que comme une histoire, comme une sorte de géographie, finalement, puisqu'on est parti de ce terrain d'observation assez privilégié, qui est la fabrique de la loi, ce moment de cristallisation qu'on a appelé moment de précipité, où tout d'un coup des choses s'énoncent en des normes de droit. Et ce moment de mise en norme nous a semblé faire voir pas mal de choses. Donc dans cette loi musée, comme dans les autres ouvrages sur la genèse des textes structurants du droit du patrimoine, une fois le texte abouti, il s'agissait de comprendre
quelle catégorie il institue, de quelle source il procède. On sait que ce processus qui conduit à la consolidation d'un texte est un processus ô combien complexe, qui va se nourrir de multiples interactions. Et ceux qui travaillent sur ce moment de la fabrique des lois connaissent bien ces éléments de complexité. Alors, on s'est intéressé dans les 3 lois investiguées, loi monument historique, loi sur les archives et loi musée, à ce moment-là. Mais d'abord, dans les 2 ouvrages suivants, on a un peu débordé finalement, et on s'est aussi penché sur la mise à l'épreuve. Qu'est-ce que produit un texte projeté dans l'espace public lorsqu'il est approprié par un certain nombre d'acteurs, par les conservateurs, pour les musées, le public, l'État, les collectivités territoriales. Deuxième remarque, ce moment de la loi, on pourrait dire, est une sorte de poste d'observation, mais cette posture-là ne dispense à aucun moment de regarder en arrière, en particulier de comprendre quelle est la part d'héritage, quel est l'héritage endossé, quel est l'héritage aussi négligé, oublié. Et puis cet héritage, il peut avoir différentes modalités. C'est l'héritage juridique, bien entendu, mais c'est d'autres formes aussi d'héritage. Les usages passent parfois dans la loi. Alors c'est un phénomène qu'on observe beaucoup plus lisiblement dans la loi sur les archives, mais le fait est qu'on va aussi s'intéresser à la façon dont certaines réalités sociales produisent ou façonnent la formation de règles de droit. Troisième remarque, c'est un travail conçu sur un mode interdisciplinaire avec des juristes, des historiens d'art, des historiens du droit, aussi des conservateurs, absolument, tu as tout à fait raison, aussi des gens de terrain, des personnes qui ont, au sein de l'administration de la culture, été aux commandes, étaient en charge de ces questions, ou sont encore en charge de ces questions. Et ce dialogue et le fait de disposer de plusieurs points de vue, y compris ceux de témoins, parfois très directement impliqués, nous semblait très important. Alors le fait est que c'est plus compliqué de saisir une histoire encore chaude. C'est un texte qui a à peine 20 ans. Il y a encore des acteurs et c'est plus compliqué que d'exhumer la loi de 1913 et de travailler sur les acteurs. On avait dans la loi de 1913 des notices biographiques et on pouvait effectivement travailler sur ce matériau. C'est plus difficile. C'est plus difficile pour ces textes-là. Hein. On a associé des personnes qui ont été très très directement plongées dans ce processus, qui y ont participé. En particulier Jacques Sallois, qui a produit des projets de loi qui sont allés très loin, même s'ils ne sont pas... Jacques Sallois a fait une loi. Et même s'il n'a pas abouti, elle a quand même inspiré pas mal le texte qui a, pour finir, été adopté. Francine Mariani-Ducret, qui était directrice des musées de France au moment où le texte est adopté. Donc ça nous a semblé important de restituer ces paroles de témoins. Il y a plusieurs entretiens dans l'ouvrage. Alors, quelques mots des principaux développements de l'ouvrage sur les musées. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, il y a beaucoup de contributions. C'est structuré un peu comme les autres ouvrages, avec une partie sur l'héritage politique et administratif, une partie sur l'environnement, l'histoire qui a environné l'adoption du texte d'une façon plus proche, une partie sur le texte lui-même, et une interrogation sur les notions, une partie sur les impensés, Jérôme pourra en parler, c'est-à-dire c'est justement l'observation de ce texte mis à l'épreuve de la réalité, et puis une partie de droit comparé. On a tout un réseau de chercheurs avec lesquels on travaille beaucoup, en particulier en ce moment on travaille sur l'élaboration d'un dictionnaire de droit comparé, un ouvrage sur les vocabulaires juridiques en Europe, et on a associé certains de nos collègues à cette histoire-là, voilà, pour comprendre aussi, non pas seulement
la façon dont ils pensent le droit des musées, mais aussi pour comprendre s'il y a, le cas échéant, ce qui n'est pas nécessairement évident, s'il y a eu des jeux d'influence, des modes de circulation entre les systèmes. Il y en a eu dans la loi de 1913 d'une façon assez claire. Là, on s'est posé la question de ce mode de circulation dans l'espace international. Alors, sur la partie de l'héritage politique administratif, évidemment, Dominique Poulot en parlerait savamment, puisque il a beaucoup travaillé sur cette partie-là. Il ne pouvait être présent aujourd'hui, ce qu'on regrette bien, parce que ce travail de coordination a été un vrai plaisir, un bel échange avec Dominique. Donc, il rappelle, pardon, dans cette partie, en entame que, je le cite, toute enquête sur les musées commence par leur collection et l'examen d'une genèse législative doit donc débuter par l'étude du collectionnisme français. Donc il évoque dans l'introduction à cette première partie, évidemment, l'importance de ce principe d'inaliénabilité placé entre les mains de l'État, qui est un peu une machine de guerre, pour faire rentrer des biens qui ont été dispersés, en particulier au moment de la Révolution. Et il évoque aussi les envois en région des collections nationales, avec cette idée de rétablir une certaine équité entre le musée central de la République et les musées de département. Donc c'est le fameux décret Chaptal, et il nous dit que cet héritage est donc fait, donc l'héritage de la loi musée 2002, est donc fait de structures de longue durée, même si d'autres facteurs plus contemporains, bien sûr, sont déterminants dans le processus d'élaboration de la loi. Précisément, la règle d'inaliénabilité, c'est très intéressant de voir la façon dont les juges la mobilisent au courant du 19e pour récupérer ces biens sortis du patrimoine public. À l'époque, il n'y a pas de statut spécial des collections, ça viendra en 2002. Mais les juges vont évidemment se tourner vers la figure de la domanialité publique, flanquée de ces deux règles d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité, qui est quand même une figure assez puissante pour revendiquer ces biens. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre en relation justement cette construction jurisprudentielle, cette construction qui est vraiment le fait des juges, parce que dans la littérature juridique, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord pour dire que les objets mobiliers peuvent être du domaine public. Donc les juges vont, d'une façon très pragmatique, se tourner vers cette figure. Ça va être le moyen, évidemment, très efficace de réintégrer ces éléments de collection. Et quand on compare cette figure-là à la figure contemporaine du domaine public, on voit évidemment des parentés très intéressantes. La deuxième partie se rapproche donc pour scruter la période environnant l'adoption du texte, avec bien sûr l'influence internationale. La profession s'internationalise, il y a des réflexions des acteurs, des professionnels autour de la loi. Bien sûr, les travaux parlementaires, ça Nicolas pourra en parler. Et puis, on peut se poser on se pose la question de savoir pourquoi il y a cette distance assez sidérante entre l'adoption d'un premier texte sur les monuments historiques très tôt, et encore très tôt. Il vient pas si tôt que ça, puisque la protection des monuments historiques, la préoccupation d'une protection des monuments historiques va venir bien plus tôt au XIXe siècle, en particulier avec des désignations de poste d'inspecteur en 1830, là, avec la mise en place de la commission des monuments historiques en 1837. Donc ça vient très tôt. La loi tarde à arriver, même s'il y a d'autres moyens juridiques d'assurer la protection qu'une loi spéciale. Mais là, 2002, donc on s'est penché sur cette histoire. Qu'est-ce qui a constitué cette histoire de la réglementation des musées? Donc on a observé les différentes strates et les différents registres à partir duquel l'État, les différents imaginaires du droit que l'État mobilise pour instituer cette protection des musées, avec une sorte de flottement entre les différents registres utilisés: tutelle administrative, c'est-à-dire contrôle sur des corps professionnels, police administrative à la façon de la loi sur les monuments historiques, c'est-à-dire
c'est-à-dire restrictions imposées à des propriétaires ou services publics, c'est-à-dire élaboration plus élaboration plus sérieuse, plus construite d'une politique autour de l'activité des musées. Donc il y a plusieurs projets, propositions qui vont se succéder avec un très net mouvement d'accélération à partir de la fin des années 80, 90. Et là, on peut sans doute se dire que la décentralisation a constitué une sorte de moment de bascule, avec notamment la redistribution des compétences et l'avènement d'un principe de libre administration. Donc, Nicolas, s'il arrive à temps, pourra peut-être évoquer les travaux parlementaires. On pourra y revenir. Alors, c'est vrai que ce texte, maintenant, on en vient à la loi, à la troisième partie, la cartographie de la loi. Il y a une chose qu'on a observée, qui est assez caractéristique dans cette loi musée, c'est l'entrée par laquelle on a commencé à réfléchir, à partir de ces années 80, quant à la façon de formaliser juridiquement le régime des musées. Et dès les tout premiers projets, on aborde la question du musée par le mot, avec tout un questionnement sur la dénomination. La question est la suivante: à quelles conditions une institution peut revendiquer le terme de musée? C'est une question qui est aujourd'hui de grande actualité dans l'espace international, avec les travaux les controverses, puisqu'il y a des guerres de tranchées à l'ICOM sur la façon dont on doit définir juridiquement le musée, avec des appréhensions plus centrées sur les collections, c'est très schématique ce que je veux dire, et puis d'autres qui sont plus à intégrer la dimension sociale et inclusive du musée. Dans cette période des années 70-80, on a un phénomène de prolifération assez anarchique de toutes sortes de musées, pour certains qui n'ont de musée que le nom, et en tout état de cause, l'administration de la culture estime que ces musées ne sont pas dignes d'être des musées. Donc il y a une réflexion autour est-ce qu'on a le droit finalement d'employer ce mot musée pour des activités, parce qu'il y a des tas de musées communaux qui s'ouvrent. Et on se dit, non, on ne peut pas réserver dans le vocabulaire le mot musée. Donc on va avoir toute une réflexion, et au fil de cette réflexion se dessine aussi quel musée on va privilégier. Est-ce qu'on va privilégier un cercle très très restreint de musées, ou au contraire avoir une enveloppe plus large? Mais quoi qu'il en soit, ces musées devront souscrire un certain nombre d'obligations. Dans le vocabulaire dans les discussions autour de cette réglementation des musées, on va déployer toute une rhétorique autour de la notion de label. On va dire c'est un label, c'est-à-dire c'est une sorte d'étiquette. Et donc cette entrée par le nom, elle dirige aussi vers une certaine figure du droit. Mais en réalité, c'est un peu en trompe-l'œil, parce qu'on va pas, en réalité, on va pas créer un label, on va créer du lourd. On va créer quelque chose qui est au croisement justement de la police administrative et avec de la contrainte lourde, très inspirée de la loi de 1913, avec l'idée qu'on institue un service public, un véritable service public, avec une domanialité publique renforcée, des contraintes de propriété qui sont beaucoup plus lourdes encore que dans le droit commun, des exigences du point de vue des métiers, des professions, des conservateurs, l'apparition d'un nouveau métier, celui de médiateur. Donc on n'est pas dans l'idée de la négociation que suggère un peu le label. Je pense que la rhétorique du label, elle est sans doute aussi utilisée parce qu'on a la décentralisation. Par exemple. Oui, mais et parce qu'on se dit attention, libre administration, il faut faire attention au discours. Je pense que c'est plus le discours juridique qui intègre cette dimension que la réalité et la réalisation concrète du droit et la mise en forme des règles applicables au musée. Mais enfin, cette idée d'une étiquette, d'un label, on voit qu'elle est très, très claire. Il y a un délit pénal pour l'emploi abusif du terme. Alors, c'est pas du terme musée, mais musée de France. Là, on va utiliser le vocabulaire
musée de France. Alors cette question de la dénomination, c'est assez inédit dans le champ du patrimoine. D'habitude, on parle de qualification. Un monument historique, c'est une catégorie juridique. C'est pas donné comme une appellation. Mais là, voilà, donc on est sur ce registre-là, en étant tout à fait conscient que la grammaire juridique, là, est beaucoup plus complexe. Et en réalité, si on veut faire passer l'idée qu'il y a une part de négocier dans le texte, c'est vrai qu'il y a une référence au mode contractuel, ici ou là dans le texte, mais le mode de la négociation est quand même très dilué, hein, puisque déjà à l'entrée et à la reconnaissance d'une qualification musée de France, d'autorité, les musées classés et les musées nationaux seront déclarés musées de France. Les musées contrôlés, qui est une troisième classe de biens, c'était la classe de biens dessinée par une ordonnance de 1945. Ceux-là, on va dire, vous avez un an pour vous retirer du jeu. Mais à défaut d'avoir réagi, ces biens aussi basculent dans la qualification musée de France. Donc il y a un ressort autoritaire, et puis surtout, il y a une sorte d'effet cliquet, c'est-à-dire pour sortir, on ne peut pas sortir librement du jeu. Donc on est quand même davantage dans le registre régalien que dans un espace qui serait un espace de négociation. Et je pense que le principe de libre administration a eu comme une sorte d'effet aveuglant, c'est-à-dire qu'on disait il faut pas aller trop loin, et en même temps on est allé assez loin finalement dans ce ressort du régalien. Peut-être que dans l'application, je ne sais pas si on l'a tout à fait toujours investi. Alors dans cette première partie, évidemment, il y a aussi un certain nombre de réflexions plus ciblées sur la façon dont la loi se structure et se construit. Donc voilà, je vais pas non plus. Il y a des réflexions sur les professionnels. Oui, il y a tout un arsenal. Alors ça, c'est très important. Il y a tout un arsenal de mesures fiscales qui vont là avoir un impact assez considérable sur les modalités d'enrichissement des collections, pas seulement comme une aide à l'accroissement des collections, mais comme une certaine façon d'envisager l'accroissement des collections, puisque rentrent dans le jeu effectivement des grandes entreprises qui vont financer des acquisitions, absolument des acquisitions majeures, mais avec des faveurs fiscales assez considérables dans ces dispositifs-là. La datation, d'une certaine manière aussi. Oui. La datation en paiement. Oui, qui intervient, oui, absolument, tout à fait. Une chose, alors oui, je parlais de la domanialité publique en disant que par rapport au droit commun qui est aujourd'hui défini dans le Code général de la propriété des personnes publiques, qui est déjà une figure qui est très intéressante, parce que alors, le Code général de la propriété des personnes publiques vient après la loi de 2002, en 2006, et institue un domaine public culturel mobilier. C'est un texte généraliste, mais pourtant, on va créer cette figure-là, et on va la concentrer sur le patrimoine. Dans la définition de ce code, on va dire, relèvent du domaine public mobilier les biens qui présentent un intérêt du point de vue artistique, historique, etc. Donc on va vraiment focaliser le domaine public de l'État ou des collectivités territoriales ne peut être qu'un domaine public culturel en principe. Et ce qui est tout à fait nouveau dans ce système, c'est qu'on relie l'appartenance au domaine public, non pas à l'affectation, qui était le critère classique, l'affectation à une utilité publique, à un service public. On a un papier de Stéphane Duroy, qui est professeur à l'université. Même en cas de faux. Hein ? Même en cas de faux. Même en cas de faux. Oui, tout à fait. Alors, peut-être faux, on peut dire, est-ce que ça fait perdre l'intérêt ? Ça, on peut avoir une discussion intéressante. Parce que c'est pas que l'intérêt artistique, justement. C'est plus large aussi. Historique, artistique, technique, scientifique, archéologique, esthétique.
l'homme au casque d'or de Rembrandt, alors il n'est pas dans nos collections, mais c'est pas manifestement un Rembrandt, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est une œuvre tellement... C'est pas possible de dire que... Voilà. Donc voilà, et on réarme le domaine public avec la loi de 2002, on va très loin, on réarme par rapport à l'ancien système d'affectation, avec des hypothèses dans lesquelles il y a des indéclassables. Alors, ils sont encore plus indéclassables que les autres. Même si on apporte la preuve de la perte d'intérêt, c'est pas possible de les sortir. Et s'il y a deux catégories, là, les biens entrés par la voie d'un don ou d'un legs, c'est-à-dire que là, on veut rassurer les donateurs. Vous avez donné quelque chose, ne vous inquiétez pas. Ça restera dans les collections publiques définitivement. Et puis, les biens entrés, les biens autres que ceux de l'État, qui sont entrés avec un financement public de l'État. Les biens publics, des collectivités territoriales, qui ne pourront pas sortir non plus. Il y a un effet cliquet radical, principe de non-régression de la domanialité publique. Donc ça, c'est une nouveauté, ça n'existe pas. Et là, la motivation, c'est on va éviter que des collectivités qui ont reçu un financement d'État fassent de la spéculation, remettent sur le marché, etc. Donc c'est ça, c'est le motif qu'on trouve dans les travaux parlementaires. Et puis, la dernière chose que je voulais évoquer dans cette partie-là, c'est apparaît, alors ça c'est très daté, mais c'est une question qui a continué à occuper les juristes et les juridictions, c'est la question du droit à l'image des collections publiques. Donc il y a un petit article qui dit on va faire une étude, on demande au gouvernement de faire un rapport, une étude sur la possibilité qu'ont les collectionneurs publics, qu'ont les propriétaires publics, d'avoir un droit à l'image sur leurs collections. On est en 2002. Il y a eu l'arrêt Gondré, qui est un arrêt de la Cour de cassation, la première chambre civile de la Cour de cassation, et qui met entre les mains d'un propriétaire le pouvoir pouvoir exclusif de contrôler l'image de son bien. C'est l'institution d'un droit à l'image des biens dans le bouquet des prérogatives du propriétaire. Alors d'abord, ça met une pagaille considérable parce que toutes sortes de propriétaires, de chiens, de bateaux, de bergeries, de parts de volcans viennent en se disant si j'ai un droit à l'image, je vais pouvoir monnayer ce droit à l'image. Donc il y a des phénomènes aussi qui touchent le patrimoine, qui touchent des châteaux, monuments historiques, etc. Donc l'État se dit mais nous aussi, on est propriétaire, donc on pourrait peut-être récupérer et monnayer, les reproductions des collections des musées. Alors, il y a des bagarres, évidemment, dans la doctrine juridique, puisque les spécialistes de propriété intellectuelle disent mais le propriétaire ne peut pas. Il y a déjà une propriété qui est installée sur les œuvres, et cette propriété est une propriété temporaire. Après, c'est du domaine public. Donc, on ne peut pas recréer un monopole sur quelque chose qui est de libre parcours, en principe, si l'on se place sur le territoire de la propriété intellectuelle. Donc, il y a un mouvement. Donc, la loi 2002, elle apparaît à ce moment-là de l'arrêt Gondré. Et après, la jurisprudence fait machine arrière. La Cour de cassation opère un revirement parce que deux chambres de la Cour de cassation ne sont pas d'accord sur l'institution d'un droit du propriétaire sur l'image du bien. Et donc, on va avoir l'assemblée plénière de la Cour de cassation en 2004 qui dit non, le propriétaire ne dispose pas d'un droit à l'image. Il peut simplement s'y opposer s'il y a un trouble manifestement excessif à l'exploitation procurée au propriétaire du fait de l'exploitation de l'image. Donc voilà, on recule. Mais là, on voit se profiler les tentations d'un droit de propriété sur l'image, qui va ensuite revenir, mais c'est une autre histoire, devant les juridictions administratives, Conseil d'État, etc. Et pour finir, qui va être en partie abandonné. Voilà, un petit peu quelques mots très rapides sur ces trois aspects. Et Jérôme, Merci, oui. On va
s'interroger sur, au fond, la loi 20 ans après, essayer de faire, si possible, un bilan. Avant ça, je voudrais effectivement, comme Marie, d'abord vous remercier de m'accueillir ici, puisque je ne suis que chercheur associé, moi, à l'ISP, mais enfin, je suis très attaché à ce statut un peu hybride. Et puis dire évidemment le regret que nous avons que Dominique Poulot et Nicolas ne soient pas avec nous aujourd'hui, parce qu'au fond, ils ont participé comment une main de maître dans les deux cas à l'élaboration de cet ouvrage. Je dois dire que au fond, j'aimerais bien recommencer à travailler avec eux parce que c'est une ambiance très, très agréable, très conviviale, ce travail en équipe, et pluridisciplinaire, puisque dans notre équipe, il y avait quand même un historien de l'art. Enfin, historien de l'art ou historien... Historien du patrimoine. Ah, du patrimoine. Historien du patrimoine. Il a commencé voilà. sa carrière comme historien de l'époque moderne et oui, ensuite historien du patrimoine. Mais enfin, un fin connaisseur des institutions... patrimoniale et en particulier, bien sûr, des musées. Voilà. Alors, la loi 20 ans après, cette loi de cadrage, comment essayer de faire un bilan déjà de sa mise en œuvre, c'est pas évident. Dans un contexte d'ailleurs qui a considérablement évolué hein, jusqu'à la crise sanitaire, qu'il faut quand même évoquer, parce que ça a considérablement bouleversé les musées, aussi bien les musées de province que les grands établissements, bien sûr. Hein. Je pense au Louvre, ou je pense à un cas très particulier, mais qui est extrêmement intéressant à étudier de ce point de vue-là, c'est le musée Rodin, qui bénéficie d'une autonomie financière tout à fait étonnante et qui, du fait de cette succession de fermetures provoquée par la pandémie, s'est trouvé dans une situation extrêmement délicate. Alors, il y a le contexte donc sanitaire. Il y a aussi une modification intéressante qui d'une certaine manière, bouleverse pas mal les choses. C'est l'échelle territoriale. On a assisté à une évolution considérable. Puis aussi le fait que depuis 20 ans, le musée, acteur culturel, est devenu aussi un agent économique, d'une certaine manière, comme l'explique bien Xavier Greff dans l'ouvrage, avec une modification, évidemment, des pratiques. Le modèle musée-entreprise prend de l'ampleur, largement, c'est vrai, investi, surtout par les grands établissements. Il y a un clivage de plus en plus net, de plus en plus prononcé entre les grands établissements, qui ont largement gagné en autonomie, bien sûr, et puis les musées de province pour l'essentiel. Donc, par ailleurs, là, et c'est ce qui nous intéresse surtout ici, c'est de voir comment, au fond, les impensés, disons plutôt, les impensés de la loi, puisqu'il y a un certain nombre de thèmes qui ont été peu ou pas du tout d'ailleurs abordés dans la loi musée, tant en ce qui concerne d'abord les collections qu'en ce qui concerne les professions. C'est sur ces deux points que je souhaite revenir maintenant. Alors pour ce qui concerne d'abord les collections, la loi elle ne dit pas grand-chose en fait sur, par exemple sur les spoliations d'œuvres d'art, sur les restitutions d'objets en provenance illicite, et puis aussi sur tout ce qu'on appelle, et c'est très lié bien évidemment, les collections sensibles, les collections difficiles, qui est une catégorie qui renvoie généralement aux œuvres spoliées, qui renvoie aussi aux restes humains, problème difficile, d'éthique, ou encore aux objets sacrés ou symboliques, hein, dont, et là je cite Marie Cornu si elle m'y autorise, dont les musées neutralisent la charge, ou plus justement,
qu'ils investissent différemment. Pardon, mais d'ailleurs 2002, c'est aussi la loi où on restitue la dépouille de Saartjie Baartman, qui est la dite Vénus Hottentote. Donc on aurait pu, c'est un débat qui aurait pu croiser celui de la loi de 2002 là-dessus. Donc vous entendez sensible au sens que ça pose problème. Oui, voilà, oui. Voilà, mais pas sensible, oui, les collections sensibles, toi tu entends autre chose. Je comprends. Oui. Sensible. Renvoie à la sensibilité, il y a diverses formes de sensibilité. Oui. Au sensible, au sens de la perception. Non, mais cette sensibilité, elle allait pour les conservateurs, par exemple, du Musée de l'Homme, jusqu'à, en fait, cacher, tenir quasiment secret le fait que dans les réserves, il y avait des objets qu'on avait honte de montrer. Oui, non, je comprends bien. Au sens d'épineux. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai Il y a qu'à aussi des l'époque... questions socialement vives. Voilà. Oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, c'est un non-sujet pour les musées, pour les conservateurs. Ça devient un sujet bien plus loin, Ouais. plus On tard. a le débat. Ouais. Pardon. Non, mais bien sûr, tu as raison, Tu peux bien me sûr. tutoyer, Ouais. hein. Voilà, il y a aussi le cas très particulier de ce qu'on appelle les collections d'études, bien sûr, hein, pour lesquelles il est très difficile de départager entre ce qui relève de la science, ce qui relève du scientifique stricto sensu, et de ce qui relève du patrimoine. Hein. Les choses sont loin d'être claires là-dessus, comme tente de le préciser une directive, une circulaire, pardon, de juillet 2012 relative justement à la problématique de la conservation des matériels d'études. Toujours pour les collections, autre silence de la loi, c'est la question des prêts et dépôts, hein. La circulation juridique des œuvres. Les acteurs eux-mêmes, du moins les grands établissements, ne sont pas en fait véritablement demandeurs d'un encadrement trop strict, hein, serré, des prêts et des dépôts, bien évidemment. Autre silence de la loi, ce qui peut très bien se comprendre en 2002, c'est évidemment le patrimoine culturel immatériel. L'intégration du PCI dans le patrimoine en 2002 ne mobilise pas du tout le législateur. Ce patrimoine s'entend, en fait, comme le rappelle maintenant l'article 1er du Code du patrimoine, également des éléments du patrimoine culturel immatériel au sens de l'article 2 de la Convention relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et c'est vrai que dans les débats qui ont été extrêmement durs, en particulier l'année dernière au sein d'ICOMOS, on a bien perçu à quel point la question du patrimoine culturel immatériel et des musées est une question qui soulève bien des difficultés, bien sûr. Peut-être peux-tu rappeler ce que c'est ICOMOS? L'ICOMOS, c'est le Conseil international des musées. Non, c'est l'ICOM. L'ICOM, pardon, oui, excuse-moi. Pardon, Conseil international des musées. L'ICOMOS, c'est l'équivalent, mais pour les monuments historiques. Pardon, excusez-moi de ce lapsus, et tu as bien fait de me demander de le préciser. Et puis, alors, oui, il y a la question du projet scientifique et culturel. Hein, l'expression n'est pas véritablement utilisée dans la loi dans la loi de 2002, mais dans un décret, le décret du 2 mai 2002. Hein. Il s'agit d'établir un projet scientifique et culturel. S'agit-il d'un outil de contrôle? Pas tout à fait, mais c'est plutôt un outil qui permet de vérifier la conformité des normes. Hein. Donc, il s'agit, entre l'État et l'institution muséale,
de se mettre d'accord sur des objectifs de l'établissement, contrôle sur la validité et la justesse du projet dans son environnement. Et ce programme scientifique et culturel, évidemment, il est d'autant plus important dans la mise en œuvre d'accords, hein, de politiques et de soutien qu'apporte l'État à des collectivités, notamment dans le cadre de l'intercommunalité, quand il s'agit de mettre en place un programme donc pour des musées associatifs, par exemple. On nous a cité, lors de la présentation de l'ouvrage, 2 exemples très intéressants, l'écomusée du Haut-Beaujolais et j'avais aussi noté le musée archéologique du site archéologique, pardon, excusez-moi, de Paladru. Autre problème aussi sur lequel la loi musée ne dit pas grand-chose, c'est la question de l'accueil du public. Un des aspects pourtant les plus significatifs de la modernisation du paysage muséal, avec ce phénomène d'emballement des expositions temporaires. C'est pourquoi d'ailleurs certains conservateurs proposent de revenir sur les fondamentaux, hein, attachés au thème du musée perçu comme un bien commun, hein, qui bien sûr ne correspond pas, on peut le déplorer, à l'évolution que prennent certains grands musées en particulier. Alors évidemment, la pandémie, la crise sanitaire est passée par là, et au-delà des protocoles temporaires mis en place pour garder ce lien indispensable avec le public, cette crise va durablement marquer, influencer la politique d'accueil des publics. On peut voir en ce sens les efforts tout à fait considérables qui sont déployés par certains musées pour élargir leur offre, notamment élargir l'offre numérique, bien sûr, et l'accès virtuel aux collections. Et puis cette logique voulue, cette logique unificatrice du Musée de France, hein, ordonnée à partir de ce label, de cette qualification, un label commun, finalement n'a pas tellement fonctionné, tant la matière est traversée par un certain nombre de problèmes, par un certain nombre de fractures, fractures entre les grands musées et les petits musées, bien sûr. Puis fracture aussi, c'est plus traditionnel, entre le musée des Beaux-Arts et les musées des sciences, hein, les musées des sciences et techniques. Fracture aussi entre une certaine forme de logique managériale et de marque et l'approche en termes de biens communs. Fracture aussi en termes de musées nationaux et musées territoriaux. Voilà pour l'essentiel ce qu'on peut dire s'agissant des collections. Alors maintenant, concernant les professions. Concernant les professions, bon, pour ce qui concerne les conservateurs, on peut dire qu'à partir des années 1990, le statut des conservateurs a évolué avec, évidemment, le statut des conservateurs d'État, hein, qui ont été intégrés, il faut le rappeler, dans un statut uniforme. Hein. On a regroupé, c'est tout à fait remarquable, les archivistes, les conservateurs de l'inventaire général, des musées, des monuments historiques, de l'archéologie. À l'époque, en 91 aussi, les conservateurs des bibliothèques patrimoniales. Et à partir de 1999, les conservateurs dans la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel, ce qui n'était pas évident, tant l'opposition à cette intégration était forte
de la part du Muséum national d'histoire naturelle qui s'opposait à cette idée d'accepter que la formation de ces conservateurs très spécialisés soit organisée par l'École nationale du patrimoine, qui est devenue par la suite l'Institut national du patrimoine. Alors, au fond, on a une formation commune, un statut uniforme, avec des possibilités de mobilité disciplinaire, suscitant, et c'est intéressant, un réseau d'interconnaissance qui est né des différentes spécialités antérieurement séparées. Et puis, dans le même temps, c'est précisé donc le statut des conservateurs territoriaux à l'École nationale du patrimoine, puis à l'Institut national du patrimoine, avec évidemment un accord indispensable du Centre national de la formation de la fonction publique territoriale. Donc jusqu'ici, les choses, antérieurement à la loi de 2002, si je puis dire, elles sont clairement établies pour ce qui concerne les conservateurs. Par contre, pour ce qui concerne les restaurateurs, le statut et les conditions d'exercice de la profession sont restés malheureusement peu encadrés, alors même que l'activité de restauration dans les musées de France est soumise, au sens de la loi de 2002, au contrôle de l'État. Et d'ailleurs, pardon, mais dans les projets Salois, il y a eu à un moment donné un chapitre consacré au statut des restaurateurs. Qu'on a abandonné. Ça a disparu, effectivement. Et alors très récemment, il y a eu une proposition de loi portant création d'un titre protégé de conservateur-restaurateur, porté par Raphaël Gérard. Proposition de loi, qui devrait être présentée, il faut l'espérer, je me mets à la place des restaurateurs conservateurs, à la prochaine législature. Voilà pour les conservateurs restaurateurs. Alors maintenant, qu'en est-il des nouveaux métiers, entre guillemets, et c'est vrai qu'une des transformations les plus importantes, les plus radicales dans les musées depuis une cinquantaine d'années, ça a bien été la professionnalisation accompagnée d'une spécialisation accrue et de ce fait l'apparition de nouveaux métiers. Alors la loi s'est intéressée aux missions, mais ne s'est pas intéressée donc à l'organisation même de ces métiers. En effet, la loi a pris en compte la question des missions culturelles du musée vis-à-vis du public, mais les autres aspects ne font pas, en revanche, l'objet de mentions scientifiques. Elle s'intéresse aux fonctions d'animation, de médiation, à celles relatives aux questions aux activités scientifiques, en spécifiant que le personnel ad hoc doit être qualifié, mais elle ne dit rien de ces métiers. Et comme le souligne Serge Chaumier, un des éléments les plus forts et les plus novateurs de la loi de 2002 tient dans l'obligation de disposer ou de mutualiser, je cite, c'est clair, un service d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelle au sens de l'article 7, transposé dans le Code du patrimoine. Alors il y a là un enjeu crucial de la loi qui va conduire au développement des services des publics. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a de très nombreux métiers, finalement, qui montrent à quel point l'institution muséale, elle est désormais, à ce titre, plurielle. Et en fait, on s'est peu, c'est paradoxal, mais on s'est peu intéressé aux professions qui ne sont pas liées soit à l'aspect artistique, soit à l'aspect scientifique de la mission muséale. Aucune régulation n'existe véritablement pour les professions de l'administration et de la gestion de projets. La fonction de médiation dans les musées, comme dans les équipements culturels, finalement, elle demeure assez floue. Et ce sont
les professionnels eux-mêmes qui, pour l'instant, tentent de s'organiser avec, par exemple, la charte de déontologie de la médiation culturelle en 2007, hein, qui a été publiée en 2010 avec des organisations locales, un réseau des médiateurs et des médiatrices de l'Institut culturel de Lyon. Donc, au total, la crise sanitaire a mis en grande difficulté de nombreuses institutions qui, pour certaines, vivaient en quasi-autonomie. Et c'est une vraie révolution qui est en cours, une nouvelle stratégie qui va faire évoluer en profondeur les pratiques. Pour être complet, il faudrait quand même évoquer la loi relative à la création, à l'architecture et au patrimoine, qui apporte quelques modifications qui notamment concernent les fonds régionaux, les FRAC, la question très spécifique des œuvres saisies en douane, hein, qui peuvent faire l'objet de manière temporaire d'une exposition, donc à l'occasion de ces saisies, et puis les pôles nationaux de référence qui devraient permettre de créer des associations entre musées qui disposent de collections communes, on va dire ça comme ça. Voilà, rapidement, dresser un premier bilan de la loi sur les musées de France. Merci à Marie et merci à Jérôme. On va avoir l'occasion de vous entendre à nouveau après l'intervention de Julie Verlaine. Donc je représente Julie Verlaine, donc, qui est historienne du champ culturel et qui enseigne à l'université de Paris 1. Donc je te cède la parole, Julie. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. J'ai été ravie de me plonger plus sérieusement que je l'avais fait au moment de le recevoir dans ce gros livre. Je ne sais pas, alors ici vous le voyez bien, mais à distance, c'est un très, très important travail. Et donc j'aimerais présenter un petit peu ce que j'en retiens comme historienne du patrimoine et des musées. Hein. C'est plutôt une lecture personnelle que je vous propose, en soulignant donc quelques points importants. La première chose qui me semble importante dans cet ouvrage, c'est à quel point c'est un chantier collectif qui s'inscrit dans un long travail, vous l'avez rappelé, hein, une longue entreprise collective qui nous a déjà bien montré, et on a les ouvrages ici, à quel point il y avait tout intérêt à faire dialoguer les historiens du patrimoine et des musées avec les historiens du droit et puis d'autres professions. Je pense notamment dans le livre et puis dans les précédents au passage très éclairant, je trouve, de muséologues, de professionnels, de témoins. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'écriture aussi polyphonique qui me semble extrêmement stimulante. Et dans ce beau projet Mémo-Loi, il me semble que là, on arrive encore à une étape tout à fait intéressante. Alors, cette étape, elle est à la fois dans le droit fil des enquêtes précédentes, et on saisit bien, d'abord aussi par finalement l'effet collection, hein, puisque là, on arrive à un nouvel opus d'une collection sur les grandes lois du patrimoine culturel en France, mais on arrive aussi à un moment qui est plus sensible au sens d'épineux, pour mener une histoire. Et c'est vrai, vous l'avez dit, hein, je crois que les enjeux scientifiques ne sont pas les mêmes selon qu'on travaille sur 1913 et la jeunesse de cette loi essentielle, donc où on remonte finalement au XVIIIe siècle, on traverse le XIXe et on aboutit à cette loi essentielle de l'avant-Première Guerre mondiale. Là, il y avait quelque chose qui finalement dessinait un chantier historique que l'on peut circonscrire. Et vous aviez montré des choses assez
de mon point de vue, étonnante sur la manière dont cette loi avait finalement abouti. Ici, les enjeux sont différents. Au plan scientifique, vous l'avez ressouligné à nouveau, vous l'écrivez dans le livre, on est dans une histoire chaude qui s'agit finalement de tiédir, essayer d'apaiser d'éventuels débats, réactions un peu épidermiques que l'on peut avoir dans le monde du patrimoine et des musées aujourd'hui face à cette loi 2002, qui ne laisse personne indifférent. Essayer donc d'apaiser les choses en regardant avec un regard qui porte très loin en arrière. Et moi, c'est ce que je retiens surtout de cet ouvrage, c'est la volonté de se placer donc dans l'histoire d'une genèse et de remonter vraiment loin. Et c'est là, je pense aussi que l'apport de Dominique Poulot, 18e au départ, est sans doute aussi important. Alors, j'avais envie de souligner 3 éléments qui m'avaient particulièrement intéressée dans ce travail collectif. Le premier, c'est l'effort de contextualisation tous azimuts. Le deuxième, c'est la réflexion sur ce qu'est un musée en 2002, et d'où l'on part et où l'on aboutit en 2002. Et puis la réflexion sur les impensés, effectivement. Alors, sur la contextualisation, il y a effectivement cette idée, j'ai l'impression, dans l'équipe que vous avez constituée pour mener à bien ce chantier, l'idée de comprendre en étant le plus à distance possible, tout en étant le nez sur les textes. Donc il y a les deux, ce qu'on appellerait aujourd'hui le close reading, c'est-à-dire vraiment la lettre de la loi, les textes, les comparaisons minutieuses entre les projets de loi, et puis quand même la volonté de prendre un recul à la fois dans le temps et dans l'espace, qui me semble tout à fait stimulant. Donc la contextualisation qui est faite dans l'ouvrage, elle est historique, mais elle est aussi internationale et juridique. J'ai personnellement apprécié, mais c'est ma lecture d'historienne sans doute, l'attention qui est portée à la longue durée et l'idée de mettre en regard ce que l'on trouve dans la loi de 2002 avec des éléments d'une histoire longue du patrimoine en France, une histoire même très longue, puisqu'on remonte à l'Ancien Régime. Il y a des éléments ici qui sont essentiels. La rupture révolutionnaire et finalement ce qu'elle pose comme jalon de l'organisation administrative et juridique de ce champ est essentiel. Et ça permet de bien prendre conscience à la lecture de ce qui, dans cette loi de 2002, est très neuf et ce qui ne l'est pas du tout. Ça, c'est quelque chose quand même d'important. De ce qui a été préparé très longtemps et de ce qui ne l'est pas. Et donc de ce qui est finalement un peu en contradiction, ou en tout cas ce qui va contre un mouvement que vous montrez bien, qui court notamment depuis 1945. Et puis ce qui est de l'ordre de la tendance franco-française, et ce qui est au contraire de l'ordre d'un effet mondial et d'une internationalisation du droit du patrimoine culturel, des pratiques aussi des professionnels des musées. J'ai particulièrement apprécié vos débats, Marie Cornu, Dominique Poulot, sur justement la nécessité de discuter, de dialoguer. Vous dites que la division a prévalu dans les interprétations entre historiens du droit et historiens du patrimoine. Et finalement, vous vous mettez d'accord. Vous vous mettez d'accord pour retenir certains éléments, notamment sur la notion d'inaliénabilité, qui est traitée dans le début de l'ouvrage, à la fois d'une perspective historique, donc vraiment remonter au domaine de la couronne, l'émergence du domaine public, et voir comment, en 2002, l'État, finalement, redonne force à cette question de l'inaliénabilité. On parle de réarmer ce principe avec la loi de 2002. Et en même temps, discuter justement les interprétations données à cette notion, ces contestations, les résistances, et puis dans la partie internationale, les modèles qui ne sont pas du tout les mêmes dans d'autres pays. Et cette construction dans l'interdisciplinarité de l'histoire longue des objets et des principes, elle se poursuit sur plein de champs et dans plusieurs petits textes qui jalonnent l'ouvrage. Je pense en particulier à la question de la propriété et de l'usage, donc la question des dépôts, comment l'État envoie en dépôt, alors dès effectivement le décret Chaptal et puis ensuite la construction des musées
de province, mais aussi au-delà, les réorganisations successives, l'attention portée à la vie culturelle des collectivités territoriales, tout ça on le voit très très bien, à quel point finalement notre histoire française des collections est une histoire évidemment très marquée par la centralisation et en même temps qui évolue énormément et on voit très bien également le tournant fort des années 1980-1990, la décentralisation dans ces vagues successives et puis l'idée d'une déconcentration des services de l'État et l'effet que ça peut avoir sur la genèse de cette loi sur les musées. Il y a d'autres points sur lesquels vous menez cette même modalité d'enquête, c'est sur les métiers, sur les réglementations aussi, avec, j'ai trouvé des passages très intéressants sur la manière dont la loi de 1913 a pu être matricielle pour la loi de 2002, et en soulignant donc à la fois les apports évidents, et en même temps en nuançant, puisqu'on ne parle pas de la même chose, il ne s'agit pas de faire pareil, il s'agit non pas d'organiser le classement et la qualification de monuments historiques, il s'agit de désigner juridiquement ce qu'est un musée et ce qu'est son périmètre juridique. Donc c'est tout à fait essentiel et je crois que ça c'est très nouveau. Ça n'avait jamais été fait et ça semble très logique qu'après avoir beaucoup travaillé sur cette loi de 1913, il y ait les résultats finalement de cette première enquête nourrissent aussi l'approche menée dans cette deuxième-là. La partie sur le contexte international m'a aussi beaucoup interrogée et m'a beaucoup apporté. On ne fait pas une loi en France en 2002 sans être effectivement dans une communauté européenne avec des législations différentes et puis dans un contexte mondial de dynamisme des musées, de multiplication de ces structures qui s'appellent musées. Et la partie de comparatisme international me semble donner aussi un horizon de possibles qui ne sont pas choisis par la France dans les années 90 et dans les réflexions qui mènent jusqu'en 2002. Les possibles, c'est quoi? On le voit très bien. Il y a des exemples qui d'ailleurs forment des rapprochements étonnants. L'exemple britannique et l'exemple grec, donc l'accréditation, donc comment des musées peuvent gagner une accréditation et donc changer un peu de catégorie ou en tout cas bénéficier de privilèges que les autres n'ont pas. La perspective aussi du regard canadien qui clôt l'ouvrage et qui, me semble-t-il, donne à penser sur ce qu'il aurait été possible de faire en France si les choses avaient été différentes. Donc je trouve vraiment que cette dimension de contextualisation, à la fois en remontant dans le temps et en ouvrant sur nos voisins, est importante. Et peut-être que ce qui m'a manqué personnellement dans cet ouvrage, c'est une synthèse de ce comparatisme international. Parce que finalement, ces voies possibles qui ne sont pas celles de la France, et inversement, les influences dont se nourrissent les législateurs avant 2002, c'est à nous de les inférer, c'est à nous de construire notre synthèse comparatiste. À vrai dire, pardon, mais c'était prévu et on ne l'a pas fait. On entend. Oui, surtout quand on a reçu le texte des collègues canadiens. Oui. C'est là où on s'est dit, où est-ce qu'on va placer je ne sais pas si tu te rappelles, où est-ce qu'on va placer leur texte? Et finalement, on a décidé de le placer in fine. Mais en ouverture, ça donne matière à réfléchir de toute façon, ce texte. Oui. Alors, ensuite, deux autres éléments qui me semblent vraiment essentiels dans votre travail collectif, et ce que moi, je retiendrai personnellement le plus dans l'apport historique et scientifique par rapport à cette loi, à la fois très récente et en même temps qui nous semble très lointaine. Tellement de choses se sont passées depuis, comme vous l'avez très très bien dit. C'est tout d'abord tout ce que vous avez mis au jour comme élément autour du travail de la loi, la préparation de cette loi. Et donc, c'est en fait la fin de la deuxième partie et le début de la troisième partie qui, pour moi, sont les moments que j'ai le plus appréciés. Donc, c'est Nicolas Thiebaud, notamment, qui a travaillé sur le travail parlementaire de préparation de cette loi et qui nous donne à comprendre les divergences très fortes
qu'il y a entre les projets de 1992, 1994, etc. Et puis le projet finalement retenu et qui devient loi, qui est celui de 2002. On voit très bien le rôle de la préparation d'une loi. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne suis pas spécialiste d'histoire du droit, mais j'ai trouvé intéressant qu'ils mettent en avant le rôle des commissions des affaires culturelles à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais aussi les cabinets ministériels, les rapports qui sont confiés à des experts. Donc, en gros, se dessine ici quelque chose qui me semble aussi intéressant parce qu'assez nouveau pour cette période-là, un champ une nébuleuse d'experts du patrimoine culturel qui, alors, sont très liés quand même au pouvoir politique et beaucoup moins liés au terrain et aux professionnels sur le terrain. Donc se pose la question, et puis après, on le voit dans les impensés ensuite, la question de la prise en considération des réalités de terrain de ce que c'est qu'un musée au tournant 20e, 21e siècle. On voit très bien dans ces lignes, dans ces pages que je trouve assez lumineuses, l'importance de la contractualisation. Il y a un désir de contractualisation et en même temps, à l'inverse, on est tiraillé entre cette volonté d'apparaître dans une phase de négociation et de droit souple, comme vous le dites plusieurs fois, et en même temps, la volonté de la part de l'État de resserrer et de faire en sorte que cette loi soit une loi de contrôle. Donc il y a vraiment cette tension assez intéressante qui est donc recontextualisée aussi dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration. Le témoignage de Jacques Sallois m'a semblé vraiment tout à fait essentiel. Et puis, l'annexe, en fait, voilà, l'aspect le plus passionnant pour quelqu'un qui aime plutôt lire des textes, ça a été le tableau. Donc, j'attire l'attention des futurs lecteurs et lectrices sur le tableau, annexe 1, qui compare, en fait, les projets de... Ouais. Donc les tableaux comparatifs des projets de loi qui nous permettent de voir finalement l'écart très important qui existe. Ouais. Et alors ça m'amène à cette remarque qui est que finalement on est à un tournant de la définition du musée. Que vouloir définir juridiquement ce qu'est un musée à ce moment-là, ça passe par la nécessité de prendre en considération deux choses. La tradition historique qui est un musée, c'est une collection. Et la réalité sociale et culturelle qui est le musée est une institution. Et on voit dans ces débats autour de la loi que ça coince. Ce n'est pas compatible. Alors, il y a le premier projet lie les deux. Le musée est une institution qui possède des collections. Et puis finalement, la loi de 2002, telle qu'elle va être votée et aujourd'hui appliquée, elle va finalement ne garder que collection. Elle va enlever l'idée que le musée est une institution culturelle. Donc, avec tout ce que ça implique aussi comme vie culturelle, comme lien avec les collectivités territoriales et comme inscription sur le territoire et les populations. Donc, on voit aussi là à quel point, dès les discussions absolument essentielles dans l'article 1 et l'article 2, les décisions qui vont être prises et qui vont orienter la tonalité de la loi et son orientation, mais aussi finalement les critiques qui vont évidemment tout de suite se faire entendre. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est effectivement la discussion sur la nature de cette loi. Peut-elle, comme c'est l'usage aujourd'hui, être qualifiée de label, comme productrice du label Musée de France? Et c'est vrai que je suis personnellement assez choquée d'entendre tout le monde, dans le champ des musées aujourd'hui, parler du label Musée de France. C'est entré dans les pratiques. Performatif. C'est ça, sauf que ce n'est en rien un label au sens où on l'entend dès avant et où on l'entend par ailleurs. On n'est pas du tout dans une procédure de labellisation. Et donc, c'est intéressant de s'interroger sur la raison de cette confusion. Pourquoi est-ce que finalement, les professionnels de musées et les collectivités territoriales ont envie de parler d'un label? Sans doute pour gommer, c'est mon interprétation, c'est une hypothèse que je fais, sans doute pour gommer justement la dimension forte de contrôle que cette loi en réalité a mis en place. Puisque la question de l'appellation Musée de France, ça va être un coup près entre les musées qui satisfont aux exigences énoncées dans la loi et les autres. Et donc, il y a bien ici une reprise de contrôle de l'État sur des musées qui se sont multipliés. On en dénombre plusieurs milliers en France à ce moment-là, et certains étant
finalement peu muséaux au regard justement des critères posés dans la loi. Et donc, il y a évidemment cette dimension-là. Et j'ai trouvé que ce qu'on lisait finalement en dessous de tout ce que vous nous présentez là, c'est aussi une histoire culturelle des relations entre l'État et les collectivités territoriales. La déconcentration, tout en gardant le contrôle. La rationalisation, en garantissant un peu d'autonomie des collectivités territoriales qui ont envie de garder leur musée, mais en réinsérant un contrôle de l'État. Et puis, bien sûr, cette question qui traverse en fait tous les débats que vous mentionnez ici, qui est la propriété, la domanialité publique. La propriété publique, à qui appartient le patrimoine culturel? C'est un peu ça. À qui appartiennent ces collections? Est-ce que c'est à l'État? Est-ce que c'est aux collectivités territoriales? Est-ce que c'est aux citoyens? Qu'est-ce que c'est que le domaine public? Et finalement, c'est vraiment une question qui traverse tout l'ouvrage. Et la question des transferts, on voit qu'elle est également épineuse. Les transferts de propriété vont-ils être favorisés ou pas par cette loi? Les inquiétudes aussi qu'on sent sont tout à fait intéressantes. Voilà, donc ça c'était vraiment les points qui me semble-t-il sont au cœur de ce travail. Et puis ensuite on voit bien les bilans qu'en tirent les grands établissements, un bilan plutôt positif, et à l'inverse, des bilans un petit peu plus négatifs. Et ça, c'est votre partie sur les impensés qui m'a beaucoup intéressée, puisque là, vous êtes dans un exercice difficile. Hein. Il s'agit de prendre, vous l'avez très bien rappelé, prendre un recul sur une loi qui n'a que 20 ans, et en même temps, dans un champ qui a été complètement bouleversé depuis 2002, parce que les musées se sont encore plus multipliés qu'ils n'étaient déjà très nombreux en 2002, et puis surtout parce que effectivement la demande sociale et la demande des collectivités territoriales s'est fait de plus en plus forte au cours du temps. Les impensés sur la circulation juridique des œuvres, notamment l'idée que de plus en plus ces collections et ces œuvres vont circuler, et en même temps, il s'agit de contrôler encore cette question de la circulation. Les impensés sur les restitutions, dont on a pu voir ces dernières années à quel point c'était voilà, un débat de société très fort, et vous parlez d'occasions manquées, et je suis tout à fait d'accord. À mon avis, voilà, il n'y avait pas du tout la maturité de la réflexion juridique sur ces questions-là. Et puis, bien évidemment, troisième élément d'en penser, la question des métiers du musée. À partir du moment où on a réaffirmé l'association musée égale collection, on a recentré le regard et la législation sur la conservation, alors même que le musée s'est peuplé d'autres professionnels qui répondent à une demande sociale qui est de l'ordre de la médiation, de l'éducation, de l'instruction, et qui donc s'écarte un petit peu de la gestion scientifique assignée au personnel conservateur. Alors, j'ai essayé de faire un bilan de mon usage de cet ouvrage comme historienne du patrimoine et des musées. La première chose, c'est que je pense que ça va devenir un ouvrage de référence pour les sources et la bibliographie qu'il mobilise et dont il donne des reproductions. Vous avez fait ce choix de donner un gros dossier de sources numérisées qui nous permettent de suivre, d'entrer vraiment dans les archives et de découvrir, en tout cas pour ma part, de découvrir certaines notes, certains rapports qui sont absolument éclairants, je trouve, sur la pensée au niveau de l'état de cette loi et de ce projet de loi. Donc, ce sera un ouvrage de référence. Et puis, j'ai l'impression que ça nous invite à poursuivre dans plusieurs directions. Poursuivre peut-être avec une enquête locale. Il me semble qu'il y a peut-être dans les absents, ou en tout cas la voix qu'on entend peu dans le livre, c'est la voix justement des collectivités territoriales, des professionnels sur le terrain, dans les musées en région. Comment a été préparée cette loi, si tant est qu'ils aient été un peu associés à cette préparation, et puis comment sa mise en œuvre a pu susciter des inquiétudes. Moi, j'ai surtout entendu des inquiétudes, des réticences, des débats, et puis finalement peut-être aussi des bonnes choses, des bonnes pratiques. Je pense au récollement, je pense à l'ouverture, l'accessibilité, enfin des réflexions qui se sont imposées à certains musées du fait de cette loi et du fait de cette appellation Musée de France à laquelle il voulait prétendre.
L'autre invitation à poursuivre, ce serait sur le domaine international, c'est-à-dire finalement ce que vous dites sur les impensés en termes de circulation, l'idée des limites d'une législation nationale dans un champ des musées qui s'internationalisent toujours plus, où la question des prêts, des assurances et de tous les litiges qui peuvent se poser finalement suppose un droit international. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être étudié en tant que tel? Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais vous avez compris à quel point ça m'a donné à la fois beaucoup de... Enfin, vraiment, j'ai appris énormément de choses, beaucoup réfléchi, et en même temps, je trouve qu'il y a matière, en fait, à prolonger énormément. Et donc, ma dernière question, si j'ai le droit d'une question, c'est quel est le prochain chantier? Parce que donc là, ça s'empile, on va pouvoir le mettre, le bleu, avec les autres. Où allez-vous après dans le projet Mémolois? Merci Julie, tes réflexions, elles sont très stimulantes je pense, et très intéressantes, très riches. Et donc pour continuer, je propose à Marie et à Jérôme de réagir à ce que vous avez entendu. J'aurais quelques questions, mais elles ne sont pas forcément essentielles par rapport à tout ce qu'a dit Julie. Et peut-être Christian Bessy, qui est également parmi nous, aura peut-être quelques questions. Mais je propose déjà que Marie et Jérôme interviennent à la suite de Julie. Moi, je suis, comment dirais-je, fasciné par la manière dont vous avez ici proposé une synthèse tout à fait riche et qui quelque part, évidemment, nous fait plaisir parce que ça montre que, au bout du compte, ce travail, il est évidemment porteur de réflexion, d'une belle démarche, bien sûr. Alors maintenant, réagir comme ça, immédiatement par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est vrai que c'est un exercice, difficile sur le champ historique. On comprend bien, évidemment, tout l'intérêt de cette belle démarche. Alors, je dois dire que Marie l'a rappelé tout à l'heure, ça s'inscrit tout à fait dans l'esprit même de la collection, en fait. C'est-à-dire que c'est pas cette historique, c'est pas simplement l'étude du contexte de l'élaboration de la loi, mais c'est aller vraiment aux sources des institutions. On l'a vu pour les archives, on l'a vu pour les monuments historiques, et pour les musées, finalement, on a dans l'ouvrage des regards sur l'institution des musées qui remontent au XVIIIe siècle, comme vous l'avez rappelé. C'est vrai que pour comprendre finalement le droit des musées aujourd'hui, il faut nécessairement en saisir toute la genèse, bien sûr. Et cette genèse, elle remonte, c'est vrai, c'est clair, à l'Ancien Régime, finalement. Déjà autour de cette dichotomie qui existe entre les musées des beaux-arts et les musées des sciences. Et oui, qu'est-ce qui est à l'origine des musées? Michel von Pratt, il dirait, mais c'est les cabinets de curiosité, c'est les musées les musées des sciences. La fonction éducative du musée, elle remonte à l'Ancien Régime, d'une certaine manière, parce qu'il ne faut pas oublier que les musées ont été créés avant tout pour les facultés de médecine, pour les ingénieurs, pour ce qui concerne les exactement, les arts et métiers, etc., etc. Donc ça, c'est ce pourquoi il était quand même difficile d'envisager d'écrire cet ouvrage sans l'apport fondamental d'un collègue historien. Je veux dire, c'est évidemment d'un collègue, de plusieurs collègues d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas que Dominique Poulot qui a participé, mais enfin, c'était le chef d'orchestre sur ce plan-là. C'est évident. Alors sur l'internationalisation, autre domaine tout à fait important, il y a tout de même des limites. Si on peut
si on peut établir des liens très forts entre le système français et le système italien. Je ne suis pas sûr que, par exemple, évidemment c'est un peu outré l'exemple que je vais donner, mais le cas américain soit très instructif à cet égard, tant au niveau des institutions elles-mêmes qu'au niveau, me semble-t-il, du statut, c'est pas me semble-t-il, j'en suis certain, au niveau du statut juridique des collections, bien évidemment. Là, il y a un océan entre le système français et le système américain, bien sûr. Sur la définition même des musées, alors tout à fait, là, ce que vous venez de dire est évidemment intéressant. Pour quelles raisons le législateur, finalement, biffe, alors que c'était prévu dans le premier projet, le terme d'institution, alors que la définition telle que l'en donne le Conseil international des musées intègre, elle, bien sûr, la première des choses au sens du Conseil international des musées qui compte, c'est que le fait que le musée soit une institution, bien sûr. Et on y a renoncé, là, dans la loi de 2002, ce qui est d'une certaine manière dommage, bien évidemment. Marie, des questions Peut-être on va laisser Marie réagir et puis on va relancer les questions ensuite. Un grand merci pour votre lecture très, très fine et où, à la fois effectivement sur la volonté d'une écriture polyphonique, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc si ça a fonctionné pour nous, c'est vraiment une très bonne chose. Et puis alors cette mobilisation de l'histoire, cette inscription dans l'histoire, pour nous, elle a été fondamentale. Et je dois dire qu'il y a un des volets du projet Mémolois dans son ensemble qui a été d'exploiter des sources que les juristes n'ont pas nécessairement coutume d'exploiter toujours, qui sont les archives des bureaux, et les archives alors un petit peu des sociétés savantes, mais on a collecté un matériau. Alors on ouvre une petite fenêtre dans l'ouvrage puisqu'on reproduit un certain nombre de ces documents, mais on a travaillé, je dois dire que les services d'archives du ministère de la Culture, les archives nationales ont des fonds absolument remarquables dans lesquels on a découvert un grand nombre de choses qu'on ignorait tout à fait. Parce que accédant à des textes qui sont de libre usage et de libre parcours, mais on a vu un peu apparaître justement les jeux d'influence, les jeux d'acteurs, la façon dont les projets évoluent et les raisons pour lesquelles justement ces projets évoluent. Donc ça, pour nous, ça nous a aidés justement puisque l'idée c'était d'ouvrir un certain nombre de moments de discussion autour de cette loi. Et l'accès à ces archives a vraiment permis des choses. Et notre projet, qui a toujours été celui du départ, est d'ouvrir ces archives à la communauté scientifique. Et on est en train de... Alors on l'a fait pour les monuments historiques, il y a une plateforme qui est disponible sur les monuments historiques, mais là on va le faire aussi pour musées, pour archives, etc. Et on est en train de travailler une petite plateforme qui sera à disposition de tous. Et effectivement, pour nous, on a même découvert des projets, des propositions de loi dont on ignorait tout. Ça nous a permis aussi de récupérer les essais-erreurs, c'est-à-dire les projets qui n'aboutissent pas, soit parce que l'agenda politique fait que c'est pas le moment, soit parce que socialement c'est pas... ce ne sont pas des textes qui vont être reçus ou acceptés. Donc ça, c'est aussi une partie immergée de la fabrique des lois auxquelles on n'a pas nécessairement accès. Donc ça, pour nous, c'était très intéressant. Et donc, le prochain. Alors, non, mais juste, je voulais dire aussi une chose sur les impensés, parce que ce qui nous a, et à mon avis, c'est peut-être un travail qu'on pourrait poursuivre,
parce que pointer des impensés, effectivement, on peut toujours, une loi a toujours des trous dans la raquette, quoi. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre pourquoi on n'a pas à ce moment-là pensé ces questions, alors que ça pouvait être des questions traitées dans la loi musée. Et les raisons sont finalement assez diverses. Il y a des problèmes de maturation juridique du problème et du fait qu'on n'arrive pas à le penser en problème de droit. Ouais. Il y a des choses qui sont des impensés parce que ce sont des choses qu'on écarte de toute idée qu'on pourrait les penser, comme le cas des restes humains, par exemple. C'est pas, à ce moment-là, ce n'est pas un sujet. On le voit pas. Il y a une espèce de... Est-ce que, Marie, je peux t'interrompre juste sur ça, parce que c'est aussi une des questions que j'avais en écoutant Jérôme, notamment sur tous les impensés. J'avais l'impression qu'on était un peu dans le même jeu par rapport aux archives également, c'est-à-dire il y a un impensé qui touche à la communication, mais au sens très large, y compris restitution, par rapport à la pensée de la conservation. C'est-à-dire on a l'impression qu'un corps professionnel pense sa mission première comme étant la conservation et non pas, et ce que disait Julie en synthétisant votre ouvrage, c'est-à-dire on pense une loi autour de la question des collections plutôt qu'aux questions musée, institution, où on aurait pu associer les deux. Et donc je me demandais en écoutant tout cela, puisque tu dis les impensés, qui ne pensent pas ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les politiques qui font la loi, mais derrière les politiques qui font la loi, ils sont alimentés par des experts ou alimentés par des réflexions. Qui amènent ces réflexions? Est-ce qu'il y a des corps identifiés? Est-ce que ce sont les conservateurs, restaurateurs, ou etc. Je dis ça parce que j'avais lu toutes les réactions au rapport Bénédicte Savoie-Sarr sur la question des restitutions des biens africains, et il y a eu tout un volume de réactions publiées, des réactions des conservateurs des musées, et on voyait que la question n'était pas tellement de l'impensé, c'est que ça n'était pas, c'était impensable pour eux dans leur formulation. C'était pensé, mais comme impensable. Voilà. Donc, est-ce que comment tu réagirais à ces éléments? Je pense qu'il faut rentrer plus avant encore dans la compréhension de ces impensés. Parce qu'évidemment, sur les restes humains, par exemple, pour prendre cet exemple, c'est pas une question pour les musées. C'est pas une question qui vient. Donc, c'est une question puisque ça intéresse quand même la question de la gestion, de la conservation des collections, si ça remonte pas dans l'espace public, dans l'espace où on discute de la loi, effectivement, il y a toute chance pour que ça ne soit pas un sujet dont se saisissent les parlementaires. Maintenant, il y a des impensés du côté aussi de ceux qui plus directement fabriquent la loi, parce qu'ils ont probablement... et ça, il faudrait, sans doute, moi, à mon avis, il faudrait aller plus loin sur cette notion des impensés, parce que je disais, il y a parfois des choses qui ne sont pas des sujets, il y a parfois des choses qui ne sont pas à maturation. Il y a parfois des choses qu'on ne veut pas placer dans l'espace public, dans la discussion publique, comme les spoliations ou les restitutions. Les spoliations, alors même qu'il y a le rapport Matteoli, c'est la période, donc on aurait très bien pu se saisir du sujet. Il y a aussi des choses qui sont prises en charge par d'autres canaux. Et on se dit, mais ça aurait pu être un sujet, par exemple, les anti-saisies, les mesures anti-saisies d'œuvres qui viennent de l'étranger et qui sont prêtées en France. Là, il y a des affaires avec la Russie qui font qu'on adopte une loi où on garantit l'insaisissabilité des biens qui sont prêtés de l'étranger. Bon, ce sont des sujets qu'on aurait pu aborder, mais il y a d'autres canaux et on pourrait trouver d'autres exemples. Il y a aussi des choses qui sont prises en charge par d'autres normes que le droit. Donc il faut avoir là peut-être, là on aurait pu faire peut-être une petite synthèse, mais ça fait partie des possibles prolongements. Et tout à fait, il faut distinguer ces impensés qui ne les pensent pas. Je pense qu'il y a différents canaux. Je pense que oui, la question des précollections aussi. Je pense que les professionnels ne voient pas. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'ils ne voient pas l'utilité, parce que chacun fait sa cuisine pour les pré-dépôts. Et puis, je pense qu'il y a quand même dans le modèle de loi tel que le promeut le législateur, il y a un modèle dominant de la conservation, de la collection in situ. Et je pense que l'idée que on va essentiellement focaliser sur la collection et sur la
question de la conservation. Et d'ailleurs, dans les obligations et les contraintes, la charge juridique, elle est du côté de la conservation quasiment essentiellement. Elle n'est pas du côté de l'accès, de la présentation, alors que c'est une des deux fonctions du musée qui le définit. Hein, dans la définition du musée, on dit ce sont les collections qui présentent un intérêt du point de vue de la conservation et de la présentation au public. Donc Oui, c'est la définition. c'est la définition. Mais on va charger juridiquement la conservation. Et donc ce fait-là fait que ça écrase un petit peu peut-être d'autres questions qui seraient tout à fait importantes. Donc ça, je pense qu'il y a peut-être une grammaire plus fine et une analyse plus fine à faire de cette question-là. Et puis, il me semble aussi que les choses évoluent plutôt dans le bon sens par rapport à la formation, au programme de formation des scientifiques. C'est-à-dire que quand on a créé l'École nationale du patrimoine, on a d'une part la formation continue et ensuite la formation initiale et la formation continue. Et les stages de la formation continue dans les premières années de création, on ignore totalement ces questions-là. Bien sûr, il est hors de question de parler des restes humains, c'est un non-sens. Alors que aujourd'hui, le programme des enseignements de formation initiale et de formation continue intègre maintenant, sans trop d'hésitation, la question des restes humains, la question des spoliations, etc., etc. Ce qu'on ne faisait pas, il y a 30 ans, en fait. La question du contrôle de l'origine et de la provenance, Oui. par exemple, c'est furieusement absent, effectivement, du corpus. Et est-ce que vous diriez que, alors, justement, le droit comme discipline et comme apport est en train d'entrer dans ces formations et donc dans l'esprit des conservateurs? Moi, je pense. Oui. Ah oui, je pense qu'il Il y a clairement une ouverture là qui s'est produite, tout à fait. sans doute sous l'effet justement de la nécessité de comprendre, de prendre la mesure de ces phénomènes, de ces affaires. Ouais, c'est intéressant. Alors, sur la provenance, aussi bien à l'Institut national du patrimoine que, par exemple, à l'École du Louvre, ça ne fait que 5-6 ans que l'on a carrément des séminaires de formation sur la question de la provenance. Avant, c'était... Il y a même un master qui vient de s'ouvrir à Nanterre. Nanterre sur la question. Oui, il y a de la des formations, provenance. bien sûr. Et alors, pour répondre à votre question, il y a d'autres chantiers où on se dit qu'on devrait vous associer. Il y a un ouvrage qui va paraître là, qui est sur la fin, sur l'archéologie, le droit de l'archéologie, donc qui devrait sortir quand alors, devrait sortir à la fin de l'année, qui est coordonné par Vincent Negri et Nathan Schlanger. Et donc les deux lois. On est parti effectivement alors de l'idée un peu l'idée de grande loi. Alors le grande loi, c'est pas tout à fait, mais c'est les lois qui ont structuré sur la durée ce champ du droit du patrimoine. Voilà, c'est un peu ça l'idée. La loi de 1913, évidemment, elle continue de diffuser, et l'entrée par la collection et le focus sur la conservation, c'est aussi un effet d'imitation de la loi de 13 qui est passée dans le corpus de la loi de 2002. Donc voilà, il y aura ce volume sur l'archéologie, et donc les deux lois, c'est une loi de 41, une loi Carcopino qui réglemente les fouilles archéologiques, et une loi de 2001, mais qui s'inscrit dans le sillage de cette loi. Et puis le volume qu'on est en train d'entreprendre là concerne les règles de circulation des biens, de contrôle de circulation des biens culturels. Donc c'est les contrôles à l'exportation, et notamment alors c'est là où on a un petit peu du mal à parler de grande loi, parce que c'est une loi de 92 qui a été adoptée après la création du marché unique, et où on s'est mis un peu dans les pas du droit européen pour bâtir. Oui, c'est la question d'autorisation d'exploitation. Ouais, voilà. Alors autorisation et interdiction. Hein, c'était la question que je voulais poser. Voilà. Au sein de l'Union européenne,
qu'est-ce que ça peut changer, toutes ces questions de circulation et de marché unique des services qui est à l'ensemble des opérations que vous avez décrites, Oui. qui sont prises en charge par les musées, parce que Julie soulignait les problèmes de prêts d'assurance. Donc, est-ce qu'il y a une forme de, alors, je ne sais pas, harmonisation, normalisation au niveau européen, ou est-ce que c'est qui passe pas forcément d'ailleurs par des textes de directives ou de règlements ou de lois nationales, mais par, je sais pas moi, du soft law. Je suppose qu'il y a des normes qui sont propres et qui sont reconnues par différents pays. C'est une de mes questions. Oui, oui. Dans l'Union européenne, c'est vrai qu'il y a eu un changement du fait de la disparition des frontières et de la création d'un marché unique. Ça veut dire qu'un certain nombre de pays qui adossaient leur contrôle de circulation au contrôle douanier, enfin au contrôle à la sortie du territoire, ont dû repenser complètement. Oui, c'était notre ça concerne notre le cas. marché de l'art surtout. Ça ne concerne pas les musées, ça. Ou de manière indirecte. S'ils procèdent à l'acquisition d'un bien culturel. Oui, mais du coup, ce qu'on a, parce que il fallait quand même aussi mettre en place ces règles de restriction, parce que c'est des restrictions à la circulation qui viennent contrarier les principes de libre circulation des marchandises, etc. Et donc, on a quand même des choses qui intéressent les musées, puisque c'est là qu'on introduit la notion de trésor national, qui est une catégorie qui balaye pas mal de choses. Toutes les collections musées de France sont des trésors nationaux. Donc tous les éléments qui se trouvent dans un musée de France, qui sont intégrés dans la collection, sont considérés comme trésors nationaux, donc frappés d'une interdiction de sortie définitive. Alors, ils peuvent sortir temporairement, mais c'est très encadré. Donc ça a été quand même l'occasion de faire ça. Mais chaque État, parce que les compétences culturelles sont restées entre les mains des États, chaque État a la faculté de légiférer. Et donc il y a des législations en tous sens, des vocabulaires en tous sens. Justement, c'est le travail du dictionnaire de droit comparé, où quand vous dites aux Suisses le trésor national, ça vous dit quelque chose. Ah non, nous on n'a pas cette catégorie, nous on a. Et même les États membres de l'Union européenne, un certain nombre d'États membres réfutent cette catégorie, alors que ils sont un petit peu obligés de la définir pour se positionner par rapport au droit européen. Mais les Italiens utilisent un autre vocabulaire, c'est beni culturali ou d'interesse culturale, ou non, c'est même patrimonio historico et artistico. Les Allemands ont un autre vocabulaire, national, Kulturgut, etc. Donc il y a à la fois des spécificités dans les dénominations, mais aussi sur le fond, dans les règles, dans la mise en forme des règles. Nous, on travaille sur une certaine mise en forme, on a un système de passeport, etc. Mais chaque État a son système, donc c'est un peu la pagaille pour comprendre l'économie du truc. Alors il y a quand même une chose, c'est que l'Union européenne a adopté des textes qui obéissent à une logique de compensation de la création du marché unique et de son effet qui peut être désastreux en matière de protection du patrimoine, parce que comme il n'y a pas de contrôle aux frontières, on favorise les mouvements de circulation et on favorise les mouvements de circulation illicites, le cas échéant. Et comme il y a des pays qui sont moins protecteurs que d'autres, il va y avoir des tentatives de choisir la meilleure place pour pouvoir faire sortir plus facilement des biens culturels qui ne devraient pas sortir. Donc il y a eu des outils qui ont été adoptés au niveau européen, qui sont un contrôle d'exportation, qui crée une sorte de frontière à l'extérieur de l'Union. Donc c'est un contrôle de l'exportation vers les pays tiers. Donc ça, c'est un premier document commun, donc qui a harmonisé un peu les règles et qui est censé instituer une sorte de solidarité, c'est qu'on va contrôler aussi bien nos propres éléments de patrimoine que ceux qui proviennent des autres États. Et puis il y a une directive qui permet de restituer des biens, des trésors nationaux qui sont
sortie du territoire d'un État membre vers un autre État membre. Donc il y a un droit de retour, qui est une directive qui a été adoptée. Le règlement, c'est 93 et la directive, le règlement, c'est 92 et la directive, c'est 93. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là. Mais en attendant, alors ce que tu disais, une harmonisation par le biais, peut-être pas au centre. non, mais une harmonisation par le biais des professionnels, oui. Là, sans doute, il y a des pratiques qui s'internationalisent, il y a des forums dans lesquels, effectivement, et ça, c'est très intéressant à observer aussi, c'est que le droit des musées, c'est une interaction entre la façon dont les professionnels vont interpréter. C'était le sens de la seconde question, au sens on aimerait bien avoir plus d'informations et d'analyses de ces experts qui qui ont participé à la rédaction de ce projet de loi et qui représentent aussi des enjeux économiques importants avec des marchés de l'art qui se développent, enfin bon bref. Et puis des fondations. Alors moi, quand on lit l'article qu'il y a dans un tableau là sur la définition du musée, il n'y a pas de référence à est-ce que la Fondation Vuitton c'est un musée? C'est ça que je ne comprends pas très bien en fait. Non, mais ça, c'est... Non, mais c'est pas un musée, d'ailleurs. Une collection privée, la Fondation. Oui, non, mais... ça pourrait être un musée de France. Ça pourrait, oui. Puisque ça a une fondation, oui. Alors, non, parce que vous avez posé la question de... Est-ce qu'un musée est un acteur économique? Il le devient de plus en... Il a toujours été, pour moi, et il le devient de plus en plus. Oui. Au sens que déjà de certifier, authentifier une pièce. Oui, bien sûr. Ça a des conséquences, non, mais tu as raison. Sur le marché, bien sûr. Et alors, la question qu'on pourrait vous poser, avant la loi qui demandait à ce que chaque loi soit évaluée aussi en termes de conséquences économiques, enfin sociales et économiques, l'exercice n'a pas été fait, puisque ça date de 2002, votre loi. Mais, les enjeux économiques sont extrêmement importants. Et je pense que les experts qui ont participé à la rédaction de ce projet de loi défendent certains intérêts économiques. C'est un peu mon hypothèse en tant qu'économiste, évidemment. Mais voilà, donc je remets... Parce qu'il y a tout un ensemble de professionnels, des assurances... la circulation, la logistique. C'est un peu ce qu'explique Xavier Greff, quand même. Oui, mais je viens de lire, j'ai connu Xavier Greff, parce que j'ai suivi son séminaire à Paris dans les années 85-86, je crois. Et je ne partage pas son analyse. Oui, d'accord. Bon, bref, donc on voit bien qu'il y a des enjeux économiques très, très importants et qui mériteraient d'être approfondis. C'est clair. J'ai regardé le texte et je me suis tout à fait retrouvé sur la question de texte rédigé par Marie et Noé Rechner sur justement la question de la propriété. Voilà. Comme je connais votre réflexion, j'y suis cette idée de propriété composite qui renvoie à un propriétaire, je ne sais plus comment on l'appelle, latent ou imminent, et puis un propriétaire, je sais plus. Utile. Mais c'est même pas une appellation ou une dénomination, c'est même pas ça, parce que c'est pareil là. Mais ce que je veux dire, c'est que cette volonté de créer une famille de musées, c'est dans les discours publics aussi, elle n'existe pas du tout. Et au point que on cherche le label Musée de France quand on va sur les sites des musées. Et il y a même des musées de France, des grands musées qui ne savent pas qu'ils sont qui pensent pas qu'ils sont musées de France. Donc il y a une espèce de schizophrénie entre le statut musée de France et le fonctionnement et l'existence juridique des musées qui est assez sidérant, je trouve. Bien, écoutez, à ce stade, je me propose de remercier les différents intervenants, Marie et Jérôme en premier lieu,
pour cette présentation formidable de cet ouvrage très stimulant que je vais m'employer à lire encore plus sérieusement que je ne l'ai fait, parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui m'intéressent particulièrement sur la question des biens spoliés notamment. Et je remercie également Julie pour son apport extrêmement riche, qui, je pense, va donner envie également à tous ceux qui n'ont pas encore lu cet ouvrage de se le procurer très rapidement. Merci beaucoup. Pour le lire. Merci également à Christian Bessy, qui a animé, qui a enrichi nos débats. Alors, il me reste aussi également à remercier les auditeurs à distance et indiquer que la dernière séance aura lieu le vendredi 10 juin dans les mêmes conditions hybrides, présentielles et distancielles, autour du livre de Jean-Charles Gesselot, historien contemporanéiste de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui viendra nous présenter son ouvrage « Histoire d'un livre, l'histoire de France de Victor Duruy ». Et cet ouvrage sera discuté par notre éminent collègue, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Cergy, Patrick Garcia. Voilà, écoutez, je vous remercie toutes et tous, et on retrouvera cette vidéo au bon soin de la MSH Paris-Saclay, qu'on remercie à nouveau, Florence Parisot notamment, et Pierre Guibantif. On retrouvera ces éléments filmés sur la chaîne YouTube de la MSH Paris-Saclay. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Florent. Oui, merci beaucoup, et à Julie.